monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est attendue, je sais, par plusieurs d'entre vous et qui m'a été demandée. La vidéo de mes meilleures lectures de 2023. C'est une vidéo que à la fois j'aime faire et que j'ai du mal à faire parce que je donne très rarement des 5 étoiles. Souvent je vais aller au 4,5, mais le 5, ça arrive pas souvent. Ou il y a des livres que je vais adorer sur le coup, mais en y réfléchissant, est-ce que ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année? Je suis pas trop sûre. Bref, je suis difficile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les dernières années, je faisais des top 10 de mes meilleures lectures, et en y réfléchissant, je me suis dit que c'était pas logique que je choisisse que 10 livres, vu le nombre que je lis. C'était pas proportionnel. Et donc, dans mon esprit mathématique, ça n'allait pas. Donc, cette année, je me suis autorisée à en apprendre plus pour avoir environ 10% de mes lectures représentées. Je me dis, pour faire un top, c'est pas mal. Et donc, je vais vous présenter une vingtaine de livres. À savoir que sur ces 20 livres, il y en a 3 qui sont des énormes coups de cœur, qui se démarquent et qui sont vraiment ceux que j'ai le plus aimé de l'année. Bien sûr, je vous dirai lesquels c'est. Il va y avoir 3 parties dans la vidéo. La première sur mes meilleures lectures de façon globale. La deuxième, j'ai pris des suites de séries. J'ai voulu séparer parce que c'est pas toujours pratique les suites de séries si on n'a pas lu le premier tome. Mais je voulais quand même en parler parce qu'il était très bien. Et la dernière, ça va être pour les graphiques. Donc, en tout, autour de 20-25 ouvrages, il me semble. Donc, c'est parti. On va donc commencer avec mes meilleures lectures qui ne sont ni des suites ni des graphiques, en y allant en premier avec une relecture qui est Les fiancés de l'hiver de Christelle Davos. Donc je l'ai relue dans le cadre du Cold Winter Challenge, c'est notre lecture commune de lire tous les tomes de la saga à travers le challenge et j'ai adoré. J'ai adoré retrouver Ophélie et Thorne et leur relation et l'univers construit par Christelle Davos. De la fantaisie française comme ça, je trouve qu'il n'y en a pas tant. Je sais qu'il est classé en jeunesse, je suis pas forcément d'accord avec ça. Pour moi, c'est plus un livre adulte, mais passons. J'adore l'univers, ce monde fait d'arches suspendues dans l'espace. On comprend que elles sont issues de notre monde qui a explosé, mais on sait absolument pas pourquoi. Et on a le personnage d'Ophélie qui vient de l'arche d'Anima, où les gens ont le pouvoir d'animer un petit peu les objets, et elle, sa particularité, c'est qu'elle peut aussi passer d'un miroir à un autre pour voyager. Et elle va se retrouver dans un mariage arrangé avec Thorne, un homme assez taciturne et pas très engageant, qui vient du pôle, une autre arche où les pouvoirs sont quand même un petit peu plus effrayants. Anima, ils ont l'air très chill par rapport au pôle. Et donc, on va la suivre dans cette aventure où elle va découvrir son futur chez elle. Et bien malgré elle, elle va se retrouver mêlée à tout ce mystère du fonctionnement des arches. Et nous, en tant que lecteurs, on va percer les secrets avec elle. Là, je suis en train de relire le 2e tome et je me régale. Bon, il va pas falloir que je vous parle aussi longtemps de tous les livres, sinon cette vidéo va être très longue. Le 2e, c'est Tress de la mer d'Émeraude, Tress from the Emerald Sea, en anglais, de Brandon Sanderson, que j'ai lu cet été pour un vlog spécial pirate. Un volume unique, ce qu'on aime bien en fantasy également, où on va suivre le personnage de Tress qui va partir en quête de l'homme qu'elle aime et qui a disparu. Donc elle va vivre plein d'aventures, des épopées. C'était vraiment le roman type quête, presque conte, comme j'aime beaucoup retrouver, que j'avais pas lu depuis un moment, et puis avec l'imagination de Brandon Sanderson, avec sa façon de créer des univers vraiment incroyables. J'ai adoré cette lecture. Ça pourrait être un livre que je me verrais relire, par exemple, celui-là aussi. Et en fait, je pense que c'est un des critères, peut-être je ferai une vidéo là-dessus un jour, les critères pour dire qu'un livre est un de mes livres préférés. Un d'eux, c'est la possibilité de la relecture. J'enchaîne cette fois-ci avec de la science-fiction et Becky Chambers, qui n'est pas inconnue à mes classements de meilleurs livres de l'année, parce que quand j'avais lu Un psaume pour les recyclés sauvages, il faisait aussi partie de mes meilleures lectures. Mais là, je vous parle de L'espace d'un an, une saga de cosy science-fiction, parce qu'il y a la cosy fantasy, mais il y a la cosy science-fiction aussi avec Becky Chambers. J'en ai peut-être lu 1 ou 2 autres, mais pour moi, elle, c'est vraiment la reine de ce sous-genre-là.
Et dans ce premier tome, on va suivre les membres de l'équipage du Voyageur, qui est un vaisseau qui va, là on part dans la science, de la science-fiction, percer des trous dans l'espace qui permettent un peu de faire comme des raccourcis pour les voyages, donc qui permettent de voyager d'un point à un autre beaucoup plus rapidement. Je me souviens pas exactement de la pseudo-science derrière ça, mais c'est l'idée. Et on a les différents membres de l'équipage qui appartiennent à différentes espèces. Et c'est surtout ça que j'avais aimé, je pense, les réflexions sur qu'est-ce que c'est que d'être un humain ou un autre être, comment les différences peuvent fonctionner ensemble, un peu de se décentraliser de notre version de la société aussi comme la bonne et tout ça. J'avais beaucoup aimé les réflexions et la douceur un petit peu qu'il y a dans ces livres-là. J'ai également très apprécié le deuxième, mais je me suis dit, je vais vous en présenter qu'un seul pour ce top, parce que bon, faut pas exagérer quand même, mais je pense que toute la série est très bonne. On va partir maintenant sur le premier tome d'une nouvelle série que j'ai commencée, Wolf Song de T.J. Klune. Lui aussi n'est pas inconnu à mon classement des tops, parce que j'ai aimé à peu près tous les livres de lui que j'ai lus, et ça c'est sa première série qui est ressortie récemment chez les éditions Thor, donc avec ses magnifiques couvertures, lu au printemps, quand on était en voyage à Boston, et je l'ai dévoré, j'ai tellement aimé. C'est une romance MM avec des loups-garous, mais il y a aussi tout un côté familial qui est extrêmement important. C'est vraiment un beau livre, et ce que j'aime avec T.J. Klune, c'est qu'il fait passer par toutes les émotions, du rire aux larmes, et qu'on est hyper investi dans ses personnages. J'ai d'ailleurs le deuxième tome dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Et ils sont sortis en français, et je pense que les éditions Bookmark viennent de faire une nouvelle version qui est très chère, qui est très belle, mais qui était très chère. Le prochain, on retourne sur du standalone avec une autre valeur sûre qui, je pense, fait aussi toujours partie de mes tops de l'année, Elisabeth Acevedo, et son tout dernier livre qui est du contemporain adulte, Family Lore. Ce livre-là, peut-être que vous n'en aurez pas trop entendu parler parce qu'il n'a pas été traduit en français et peut-être un peu plus passé sous le radar francophone, mais dans le Booksta et Booktube anglophone, il y a plein de gens qui l'ont pas tant aimé, qui ont été un petit peu déçus. Ce n'est pas mon cas. Il est dans ce top. Je l'ai adoré, et en fait je voulais en parler parce que ce que les gens reprochaient au livre, des fois je trouvais justement que c'était un petit peu European-centered, parce qu'on a vraiment une famille où on suit les membres féminins à travers plusieurs générations, et les gens trouvaient que c'était mélangeant de suivre ces différents personnages, que les voix, notamment dans la version audio, se ressemblaient trop, et que c'était mêlant et tout ça, et je suis pas du tout d'accord. Je trouve que chaque personnage avait vraiment son identité, ses luttes, et une des forces d'Elisabeth Acevedo, c'est qu'elle fait des personnages qui sont extrêmement humains, avec des faiblesses ou des défauts qu'on peut vraiment comprendre, des fragilités mais aussi beaucoup de force. Et j'adore ce mélange-là, j'ai adoré tous les personnages qu'elle nous a présentés dans le livre, c'était une très belle histoire, très belle trame familiale, gros coup de cœur vraiment. En vous en reparlant, je me dis que lui, il est vraiment dans le top 5. Voilà. J'adore Elisabeth Acevedo, c'est une autrice que je vais acheter dès qu'elle sort un nouveau truc, et j'ai jamais été déçue encore pour le moment. Le prochain, c'est un livre qui vient de sortir en français aussi. J'étais trop contente de voir qu'il était traduit, et il s'agit de Venko de Sherry DeMelin. Maintenant j'ai un doute, est-ce que c'est Venko ou est-ce que c'est un autre de ses livres qui est traduit? Je l'indiquerai dans la vidéo si c'est lui ou si c'est un autre. On est encore sur un standalone. Franchement, je suis quand même contente de voir qu'il n'y a pas que des débuts de série dans mon top, parce que ça aurait été un gros problème. Et j'ai énormément aimé cette lecture. Sherry DeMelin est une autrice autochtone, donc c'est un thème qui est extrêmement présent dans ce livre-là. Et en fait, on a 5 ou 6 personnages féminins qui vont découvrir qu'elles sont des sorcières d'une prophétie qui doivent se regrouper pour sauver le monde. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire de façon générale, c'est que là on va pas parler de la partie où elles sauvent le monde, on parle vraiment de la
genèse et de la façon dont elles vont toutes se rencontrer petit à petit. Au moment où on commence l'histoire, il y en a qui se connaissent déjà, d'autres qui vont venir les rejoindre avec bien sûr des gens qui veulent empêcher cette connexion et tout. Et j'ai trouvé ça fascinant, super bien écrit. Les différentes formes de magie qui sont explorées étaient très intéressantes. Encore une fois, des personnages féminins hyper complexes. Franchement, top, top, top. Puis, on avait vraiment plein de représentations différentes, que ce soit LGBTQI+, ou avec des personnages autochtones ou noirs. On sortait vraiment aussi du cadre occidental de la magie qu'on peut souvent retrouver. Donc, une super bonne lecture. Et la couverture est magnifique. Et là, je m'en vais pour prendre le prochain livre. Et je me dis que quand même, j'ai beaucoup d'auteurs favoris qui reviennent d'une année à l'autre. Parce que là, je vais vous parler de Starling House de Alix E. Harrow, qui est, again, une autrice que j'achète de façon automatique et avec laquelle je ne suis jamais déçue. J'ai vraiment une liste d'auteurs, d'autrices que je fonce les yeux fermés et qui se retrouvent très régulièrement dans mes tops. Ce qui est rassurant parce que ça veut dire que j'ai des garanties de faire des bonnes lectures d'une certaine façon. Dites-moi si vous aimeriez avoir cette liste-là d'auteurs, d'autrices qui sont des auto-buy pour moi. Ça me ferait plaisir de vous la partager. Donc, je reviens à mon livre, Alix E. Harrow. Dans ce livre-là, on a vraiment une ambiance assez gothique avec une maison hantée, magique, on sait pas trop au début, mais elle a un attrait irrésistible pour notre héroïne, dont le nom m'échappe, Opal, qui va développer une grande curiosité pour elle et finir par y être employée par le seul habitant de la maison comme femme de ménage un petit peu. Un prétexte, parce qu'en fait, lui aussi, il était très intrigué par Opal. Et petit à petit, elle va découvrir les secrets de cette maison, les secrets de son propriétaire. C'était un conte sombre, vraiment fascinant. Alix E. Harrow, une des choses que j'aime bien, c'est justement ça, qu'elle va venir réutiliser et se réapproprier des contes ou des éléments connus. Par exemple, là, on était un peu sur une réutilisation ou une réexploration d'Alice au Pays des Merveilles que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Là, c'est la couverture exclusive de All Crate et je suis trop contente de l'avoir parce qu'elle est vraiment, vraiment très très belle. Je pense que je l'ai déjà dit parce que j'en ai parlé dans un vlog de ce livre-là, mais pour moi, c'est mon deuxième préféré de l'autrice. Le premier reste toujours Les 10 000 portes de January, qui avait été un gros coup de cœur. Les deux prochains livres, maintenant, sont par la même autrice. C'est peut-être un peu de la triche, je sais pas, vous me direz. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les deux. Il s'agit de Beach Read et Happy Place de Emily Henry. J'ai prêté ma copie physique à une amie, donc je l'ai pas actuellement. Mais Emily Henry a rejoint en 2023 ma liste des auteurs-autrices que je vais toujours lire. J'attends déjà avec beaucoup d'impatience son prochain livre, Funny Story, qui va sortir au printemps d'ailleurs. J'avais beaucoup aimé Book Lovers quand je l'avais lu. Et ça m'avait donné envie de tester, donc sa nouvelle sortie Happy Place, que j'ai adoré. Je sais que les livres d'Emily Henry sont placés dans de la romance, mais pour moi c'est pas tout à fait exact, parce que oui, il y a une part importante de romance, mais il y a aussi beaucoup de développement du personnage, de réflexion, d'autres thèmes qui sont abordés, notamment dans Happy Place, il y a une part importante de l'amitié que j'ai beaucoup aimée. Beach Read, ça parle beaucoup de l'écriture aussi. Et ces deux-là, Happy Place et Beach Read, sont mes deux préférés de l'autrice, mais lui, c'est vraiment mon numéro 1. Je l'ai tellement aimé. Vous pouvez voir un petit peu tous les post-it que j'ai mis. Il faut encore que je fasse les annotations. D'ailleurs, ça craint. J'ai vraiment traîné. Mais waouh. Dans Happy Place, on a... Il faut quand même que je vous en parle, au-delà de vous dire waouh, c'est trop bien. Dans Happy Place, on a un couple qui s'est séparé sans le dire à leurs amis et ils vont dans leur rencontre annuelle dans un chalet où tout le monde se retrouve, c'est vraiment leur tradition. Ils essayent de cacher qu'ils sont plus ensemble, mais il se trouve que ça va être leur dernière année dans ce chalet-là parce qu'il va être vendu, si je me souviens bien. Et donc on va voir un peu leurs interactions avec leurs amis, puis en même temps faire des bonds dans le passé pour comprendre pourquoi ils sont séparés, est-ce qu'il y a une chance qu'ils reviennent ensemble, tout ça. C'était super bien. Et dans Beach Read, on a deux auteurs qui écrivent dans des genres totalement différents. January qui écrit plus de la romance
et Augustus qui écrit plus des thrillers, qui, le temps d'un été, alors qu'ils sont voisins et vivent un blocage au niveau de l'écriture, vont décider d'échanger leur façon d'écrire, ce qui va entraîner des échanges entre eux, leur permettre de se rapprocher. Il y a plein de scènes vraiment mignonnes et j'ai connecté beaucoup avec le personnage de January. Petit crush sur Augustus aussi. Donc une super bonne lecture. J'ai aussi lu People We Meet on Vacation, qui était le dernier de, on va dire, cette catégorie-là de livres qu'Emily Henry a écrit et que j'ai beaucoup aimé. Mais autant celui-là, c'était un 5 sur 5. People We Meet on Vacation, un 4,5 sur 5. Donc voilà, le choix a été fait. On continue. Le prochain, c'est un roman jeunesse qui a vraiment été une surprise parce que je pensais pas l'aimer à ce point-là, mais j'ai adoré l'ambiance, j'étais tellement plongée dedans. Je pense que je l'ai lu au bon moment aussi, vu que je l'ai lu en novembre. Il s'agit des jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. Deux jumeaux orphelins qui vont se retrouver à devoir aller vivre avec leurs grands-parents qu'ils connaissaient pas vraiment avant dans une petite ville qui est isolée du monde et qui a l'air d'avoir ses propres règles, dans la brume, avec des monstres mystérieux, beaucoup le poids et le secret familial, vraiment plein de mystères, mais ce qui m'a marqué c'était l'ambiance. J'ai adoré, j'ai très hâte que la suite sorte, mais pour l'instant elle n'est pas annoncée. On verra, peut-être à l'automne prochain. Si j'étais la maison d'édition, c'est ce que je ferais, j'attendrai l'automne, parce que parfaite pour cette saison-là. Top ambiance. Ensuite, on a un livre qui était une autre lecture. Je suis choquée en fait. J'avais oublié que je l'avais déjà lu. Mais c'est parce que la première fois, je l'ai lu en anglais et là, je l'ai relu en français. Et il s'agit d'un étrange prélude de Jana Rayburn. C'est sa série sur Veronica Speedwell. J'ai aussi beaucoup aimé le deuxième tome d'ailleurs. On est au 19e siècle à Londres et on a le personnage de Veronica Speedwell qui est une lépidoptériste, donc qui étudie les papillons, qui va se retrouver en danger de se faire tuer dans des circonstances un peu floues et qui va aller chercher l'aide de Stoker, qui est un aventurier avec une réputation un petit peu sulfureuse. Il y a des choses étranges qui se sont passées avec sa femme. Je crois qu'il est soupçonné de l'avoir tuée. Enfin, il y a des... C'est pas le genre de personne le plus recommandable, mais ils vont se retrouver à devoir travailler ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce qui met en danger la vie de Veronica. Et puis ensuite, ils vont avoir plusieurs aventures, un petit peu en mode policier, politique, romance, tout ça mélangé ensemble dans le contexte historique. Et ce qui fait la force du livre, c'est l'écriture de l'autrice et les personnages. Le personnage de Veronica, incroyable, elle a une répartie top, très féministe en particulier pour l'époque. Le personnage de Stoker est vraiment... le gars hyper bourru, genre boum, je suis un homme fort, mais au cœur tendre au fond. On aime ça. Donc j'ai enchaîné la relecture du premier tome, le deuxième tome, et maintenant j'attends que Hauteville traduise le troisième, s'il vous plaît. Faites ça. J'espère que ce sera pour bientôt. Le prochain livre, c'est une romance, ce qui est quand même plus rare dans mes meilleures lectures. Mais ce ne sera pas une surprise que l'autrice soit Olivia Dade, parce que je parle très régulièrement encore de spoiler alert. Et justement, Shipwrecked est le troisième et dernier tome dans sa série... qu'est-ce que c'est le titre? God of the Gates? Je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est une série de romances qu'elle a sortie sur plusieurs acteurs d'une série télé, qui est inspirée de l'Énéide. Et dans ce troisième tome, on suit les personnages de Maria et Peter, qui jouent des vikings. Donc je n'étais pas sûre du rapport avec l'Énéide, mais on sait comment les séries télé évoluent des fois. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils filment séparés de tout le reste du cast. Ils sont sur une espèce d'île abandonnée à eux-mêmes, dans des conditions quand même correctes, mais où ils font semblant d'être des vikings échoués qui doivent survivre et tout. C'était vraiment chouette comme décor. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, surtout celui de Maria. Comme vous le voyez sur la couverture, c'est deux personnes qui sont grosses, donc Maria, ce qui était le cas déjà dans ces deux autres livres, à chaque fois son personnage féminin était gros. Mais là on a aussi le personnage masculin, donc ça faisait changement aussi et c'était intéressant. Mais j'ai en particulier aimé que le personnage de Maria était vraiment très sûre d'elle-même et elle avait beaucoup de réflexions par rapport au poids, par rapport à l'apparence physique, que j'aimais beaucoup. Il a failli remplacer Spoiler Alert dans mon cœur comme romance préférée
quasiment de ma vie. Donc voilà, je l'ai adoré. Je ne sais pas s'il sera traduit malheureusement parce que je pense qu'il n'y a que le premier tome qui a été traduit en français. Je vous le souhaite. On a presque fini, je vous rassure, on avance. Le prochain livre, j'étais extrêmement contente que ce soit un coup de cœur parce qu'il s'agissait d'un des plus vieux livres de ma palle. Et il s'agit de The Little Shop of Happy Ever After de Jenny Colgan qui est sorti en français sous le titre La charmante petite librairie des jours lointains, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la couverture ici. Où on a, comme dans tous les Jenny Colgan, une jeune femme, Nina, qui va quitter son travail pour aller ouvrir une librairie ambulante en Écosse. Je pense que c'était celui-là. Dans les Highlands, ouais. Toujours un peu le même type d'histoire, mais celle-là m'a vraiment parlé en particulier. J'avais pas prévu de la noter, puis au final je l'ai fait. Il y avait vraiment des passages en fait sur la lecture, des réflexions sur ce que ça apporte de lire des livres qui me parlaient beaucoup. Et je me suis vraiment régalée. Regardez, je l'ai souligné et tout. Vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Jenny Colgan, j'essaye de lire tous ses livres, mais elle les sort plus rapidement que je n'arrive à les lire. C'est ça le problème. Le prochain, c'est une brique, et c'est le dernier avant qu'on arrive au top 3. Il s'agit d'Un jour de nuit tombé de Samantha Shannon, qui a été une des premières lectures communes Patreon, je pense, qu'on a faites, et qui était une grande réussite. Donc pour moi, comme vous le voyez, j'ai adoré ce livre, même s'il fait 3 milliards de pages. Et ça a été une bonne surprise parce que Le Prieuré de l'Oranger, qui est la suite qui est sortie avant, j'avais bien aimé, mais pas plus que ça. Mais alors là, j'ai adoré la plume, l'univers, la complexité. Peut-être parce que je connaissais déjà un petit peu l'organisation du monde, j'ai pu plus facilement me plonger dans l'histoire. Et d'ailleurs, si vous souhaitez lire ces livres, je recommande quand même de commencer par Le Prieuré de l'Oranger et de lire celui-là après. On a encore une fois différents points de vue dans différents points du monde d'un univers fantasy extrêmement riche, où on a une partie géographique, on va dire, un peu plus de l'ouest, où les dragons sont vus comme des êtres maléfiques qui peuvent détruire le monde, et les gens vont essayer d'empêcher leur retour, tandis qu'à l'est, il y a une autre variété de dragons, qui eux sont vus comme extrêmement bénéfiques, des protecteurs, et qui sont vénérés, donc on a quand même déjà un clash. Et ce qui vient s'ajouter à ça, c'est que la communication entre les deux parties du monde est difficile, et qu'en plus il se pourrait que les dragons maléfiques reviennent. Alors là je vous le raconte comme ça a peut-être pas l'air fou, mais quand vous le lisez, c'est incroyable, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai essayé de vous raconter. Extrêmement complexe, il y a plein de personnages différents que j'ai adoré suivre, certains qui me tapent un petit peu sur les nerfs aussi. Dans le lot, c'est pas étonnant. Il y a tout un côté vraiment intrigue politique et choses qui se mettent en place dans le temps, qui prennent du temps, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et puis comme je vous disais, oui, la plume était très belle. Il est vraiment lourd ce livre. Et on en arrive au top 3. Autant les autres livres, je vous les ai présentés pas forcément dans l'ordre de préférence, ils sont à peu près tous au même niveau, plus ou moins. Mais là, ceux qui s'en viennent, c'est vraiment la crème de la crème, le top du top. D'ailleurs, je pense qu'aucun ne sera une surprise parce que j'en ai parlé à de multiples occasions dans des vidéos, des posts, tout ça. Ils reviennent souvent sur le tapis. Le premier que je vais vous présenter, Anne de Green Gables, la petite Anne. Un vrai coup de cœur pour cette saga que j'ai hésité pendant tellement longtemps à lire. Et j'ai fini par me laisser tenter et je ne regrette absolument rien. On est, j'ai envie de dire, fin du 19e, début du 18e siècle, sur l'île du Prince-Édouard, et on va suivre le quotidien de Anne, une jeune orpheline qui débarque dans la vie de Matthew et Marilla Cadberg, qui étaient comme un peu des fermiers, j'ai envie de dire, et elle va venir changer leur quotidien avec sa joie de vivre, avec ses bêtises. Elle avait un petit côté Sophie, des malheurs de Sophie aussi, je trouvais. Son exubérance, son imagination incroyable, vraiment un personnage hyper attachant et un plaisir de lire ce livre. Les descriptions de la nature sont très belles aussi. J'ai aussi lu le tome 2 et le tome 3 et le 4e est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je vais continuer. Franchement, j'ai rarement avancé une série aussi rapidement que j'avance les Anne. C'est impossible.
Ensuite, on a Emily Wilde Encyclopedia of Fairies. Absolument pas une surprise, je pense. Surtout si vous avez vu le vlog où je le lis et où je tombe follement amoureuse de cette histoire. Vraiment une lecture cozy fantasy. Moins cozy que d'autres quand même. Mais j'ai tellement aimé. On a Emily qui est une dryadologue, donc qui étudie les fées et qui va partir, je ne sais plus si c'est une île ou un endroit juste très isolé, un peu dans le nord, pour étudier certaines espèces pour son encyclopédie des fées. Et en fait, on suit son journal scientifique, son journal de bord, ce qui rend vraiment le format extrêmement intéressant, où elle va noter ses interactions avec les différents types de fées, avec les habitants du coin aussi, et puis avec Wendell. Je me souvenais de son nom, j'ai voulu vérifier, mais je me souvenais de son nom. Ça aussi, c'est bon signe. Qui est un autre scientifique avec qui il s'entend pas forcément très bien, mais qui a un attachement assez inexpliqué envers elle, en tout cas au début. Et leurs interactions à eux deux sont aussi très drôles. Il y a de la romance. Je pense que c'est assez évident rapidement, mais c'est du très slow burn. Et tout est dans ce qui est dit. Et il n'y a pas de scène spicy ni rien, mais la manière dont la romance est faite, ça te... j'ai trop aimé. J'ai vraiment tout aimé dans ce livre. Et ça m'a fait réaliser que j'aime beaucoup le format journal de bord, comme j'avais aimé dans Une histoire naturelle de dragon, qui est une série que je veux continuer en 2024 d'ailleurs. Et là, j'ai reçu le 2e tome de Emily Wilde et je vais pas tarder à le lire. Et j'ai tellement hâte. Et enfin, la toute dernière lecture de cette partie-là de la vidéo, qui est, je pense, un des meilleurs livres que j'ai lus de ma vie. La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Morgenstern, pardon. Oh, ce livre, incroyable, je saurais même pas comment vous le décrire tellement il était unique en son genre. Je sais pas comment l'autrice va réussir à écrire autre chose après avoir écrit ce chef-d'œuvre. Je vais vous lire le résumé parce que je sais pas comment je pourrais vous expliquer le livre sans spoiler et sans juste vous dire c'est incroyablement génial. Il y a plusieurs niveaux de lecture, je pense qu'on peut le relire et à chaque fois découvrir des nouvelles choses. Ça mêle les contes, les quêtes, les sociétés secrètes, l'amour des livres, tout est là. Je vous lis le résumé. Dans la bibliothèque de son université, Zachary Ezra Rawlins trouve un livre mystérieux, sans titre ni auteur. Il découvre avec stupéfaction qu'y est décrite, noir sur blanc, une anecdote de son enfance qu'il n'a jamais racontée à personne. Tout y est, la fausse porte, peinte en trompe-l'œil, l'épée, l'abeille, jusqu'à l'odeur de la sauge. Cette porte, il n'avait pas osé l'ouvrir alors. Une seconde chance lui est donnée de prendre, par un labyrinthe de mots et d'histoires, le chemin de la mer sans étoiles. Un monde merveilleux fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver, quel qu'en soit le prix. Incroyable ce livre, juste incroyable. Et donc, mon number one de 2023. Désolée si l'angle de la vidéo a un peu changé, j'avais plus de batterie. Mais la plus grosse partie est faite et maintenant je vais enchaîner avec les suites de séries que j'ai adorées en 2023, en commençant par une série qui me prend tellement trop de temps à lire, c'est pas possible. La mémoire des âmes, Memory of Souls, de Jen Lyons, qui est le 3e tome de sa quintulogie Cœur de Dragon. Ils ont tous été traduits en français maintenant, je pense. Et je les lis en français d'ailleurs, mais je suis très lente à les lire parce qu'ils sont vraiment gros. Mais à chaque fois, je me régale tellement. Je pense que je vous ai déjà parlé à de multiples reprises du 1er tome, donc je vais pas m'attarder. Mais c'est de la fantasy épique, avec un univers hyper bien développé, une narration qui est extrêmement originale, des personnages vraiment bien construits, et l'intrigue en elle-même est pleine de rebondissements. Franchement, il se passe des trucs à chaque fois, je suis comme waouh. Seul problème, comme je vous disais, c'est que je prends beaucoup de temps à finir cette série. Je lis un tome par an ou par 2 ans, c'est une catastrophe. J'espère vraiment lire le tome 4 rapidement et me dire ok, t'es proche de la fin, je vais avec le 5 parce que là, franchement, ça n'a pas d'allure. Ensuite, on a un petit combo Catherine Arden parce que là aussi, une autrice qui ne me déçoit jamais. En début d'année, j'ai lu le 2e et 3e tome de sa trilogie Winter Night. Donc, The Girl in the Tower, La fille dans la tour et L'hiver de la sorcière, Winter of the Witch. Et quel plaisir, ces livres-là, je les aime
tellement. On est dans une trilogie historico-fantasy inspirée du folklore russe, avec une héroïne incroyable, une plume magnifique. Le rythme est peut-être un peu lent, mais personnellement ça me dérange pas. Je me trouve tellement immergée dans l'ambiance et c'est vraiment des lectures parfaites pour l'hiver. Je les ai lus... Alors j'ai lu le premier tome en anglais, les tomes 2 et 3 en français. Idéalement un jour j'aimerais tout relire et tout annoter en anglais. Comme je vous disais, c'est un combo parce que un autre livre que j'ai adoré, c'est Peur sur le lac, qui est le 3e tome de sa série Terreur à Smoke Hollow. J'ai adoré les 2 premiers tomes, mais celui-là m'a encore plus plu, franchement. Un régal, on est sur de l'horreur jeunesse. Alors l'horreur, j'en lis vraiment pas beaucoup, mais dans ce format-là, en jeunesse, j'ai vraiment aimé. C'est la petite dose de frisson que je peux supporter. Et on a 3 personnages, Holly, Brian et Coco, qui se retrouvent mêlés à du surnaturel. Et il y a un être assez maléfique qui a décidé, on va le dire comme ça, de les anéantir. Dans le tome 1, on est plus dans l'ambiance champ de maïs. Dans le tome 2, ancien orphelinat hanté. Celui-là, monstre dans un lac. Et il y a le 4e tome qui est dans ma palle, qui se passe avec des clowns à la fête foraine. Alors celui-là, j'ai un peu peur. Mais j'ai très hâte de le lire quand même, surtout vu comment se finit le 3. Le prochain, c'est une suite que j'ai attendue désespérément pendant des années. Et je me suis jetée dessus dès qu'elle est sortie. Hellbent de Leigh Bardugo, la suite de la 9e maison. Il est déjà sorti en français d'ailleurs aussi. On est dans du Dark Academia avec la plume de Leigh Bardugo que j'adore. Le côté enquête, surnaturel, une héroïne principale qui est un peu anti-héros. Un personnage masculin qui me plaît franchement pas mal, on va se le dire. Et à qui il arrive des choses intéressantes à suivre. Ce 2e tome, j'ai vraiment aimé la direction qu'il a prise, même si je ne m'y attendais pas à la base. Ça vous les porte aussi à une suite prometteuse pour moi, parce qu'il y a certains développements que j'aimerais quand même beaucoup voir. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, et j'en parle à chaque fois avec les gens, c'est qu'il y a un chapitre en particulier, la façon dont il est écrit, j'ai trouvé ça vraiment incroyable et complexe et original, et ça m'a beaucoup plu. Pour les prochains, on a toujours le contexte académique, mais c'est à peu près le seul point commun. Il s'agit de Bloodmark, la suite de Legendborn de Tracy Deonn, donc avec cette réinvention au sens large du mythe arthurien. C'est une saga qui est brillante, qui est douloureuse à lire aussi des fois parce que ça parle énormément de racisme et de toutes les injustices associées à ça et du traumatisme intergénérationnel, mais c'est tellement bien fait. Il y a beaucoup de thèmes différents comme ça abordés et en même temps l'autrice arrive à y allier le côté fantasy, le côté chevalier de la table ronde même, à apporter des nouveaux éléments dans ce 2e tome et j'ai juste qu'une hâte, c'est que le 3e sorte. Franchement, très bonne saga. Et les derniers dont je vais vous parler pour ce volet-là, il s'agit encore une fois des tomes 2 et 3, ce qui prouve que j'ai réussi à finir des trilogies en 2023 et je n'en suis pas peu fière. Il s'agit de Kingdom of Copper, donc le royaume de cuivre, et Empire of Gold, l'empire d'or de S.A. Chakraborty. Donc l'univers de Devabad. J'ai tellement aimé cette trilogie, franchement. Pour vous dire à quel point, c'est que j'ai lu le 2e tome pour le mois de la fantasy et j'ai direct enchaîné le 3e. Ce qui ne m'arrive quasiment jamais, mais là j'étais tellement prise dans l'univers. On va pas se mentir, il m'a fallu un moment pour comprendre avec le 1er tome. Donc une fois que j'avais compris, je voulais pas perdre trop cette connaissance-là. L'univers avec des djinns, avec une intrigue politique extrêmement complexe, les personnages qu'on suit, je les ai tous adorés. Il y a des choses qui se passent qui te brisent le cœur, des choses que tu vois petit à petit se construire parce qu'on a les différents points de vue. Donc j'adore quand on va vers une même direction que nous en tant que lecteurs on sent arriver mais que tes personnages ne voient pas et que t'es comme oh là 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 là, qu'est-ce que ça va donner. Un régal.
un régal encore une fois. Donc une trilogie à découvrir si ce n'est pas encore fait. Et on en arrive maintenant à la dernière partie de la vidéo sur les graphiques. Il n'y en a que 3, donc ce sera pas très long, je vous rassure. On a 2 BD de chez Draco en fait. En principe, j'aime toujours beaucoup ce qu'ils font. Le Jardin des Fées de Audrey Alouette, où on a une jeune fille qui n'a vraiment pas eu une vie facile, qui va découvrir des fées cachées dans le jardin de son oncle ou sa tante, je sais plus chez qui elle va vivre, et qui va devenir leur gardienne. J'ai trouvé que c'était une histoire très touchante, plus sombre que ce que je pensais au premier abord, parce qu'il y a vraiment des choses difficiles qu'on comprend que la jeune fille a vécues, dont le nom m'échappe, mais c'est pas grave. Et la façon dont les fées sont représentées aussi dans cette histoire, j'ai trouvé ça très original, très intéressant. Et puis il y avait 2 tomes, je sais pas s'il y aura un autre arc ou pas, mais dans celui-là il y avait 2 tomes, donc c'est une histoire complète en 2 livres. C'est pas mal du tout. Le prochain, c'était la suite de Arcana, donc là, le parcours du fou de Serena Blasco. Là, on a un style totalement différent. Je vous ai même pas montré les planches pour la première BD, mais là, c'est vraiment un dessin que j'aime beaucoup. Et on suit 2 sœurs dans un univers fantasy qui est inspiré des cartes de tarot. Ça aussi, je trouve ça très original comme idée. Qui sont reliés un peu à une prophétie et à un danger auquel le monde va être exposé. Donc on est dans du Chosen One, là il y a 2 élus potentiellement. L'univers est hyper bien construit, l'histoire très prenante. Et en plus de ça, il y a vraiment un souci de représentation de la part de l'autrice, notamment au niveau communauté LGBTQIA+, que j'ai beaucoup apprécié. Je vais vous montrer quand même une planche du Jardin des Fées parce que je vous parle de graphique et puis je vous montre même pas. Ça craint. Mais les dessins sont sublimes. Sublimes. Voilà. Et le dernier, c'est The Moth Keeper, traduit en français sous le nom La Gardienne de Papillons de Kay O'Neill. Kay O'Neill, c'est un autrice que j'apprécie énormément. J'ai jamais été déçue non plus avec ses œuvres. Notamment la Tea Dragon Society, la Société des Dragons Thé, qui est un de mes graphiques préférés de tous les temps, je pense. Et là, The Moth Keeper, j'ai trouvé que c'est une histoire extrêmement touchante aussi sur... Il me semble que c'est une jeune fille, Anya, qui doit devenir la gardienne des... papillons de lune, je suis pas sûre de comment ça a été traduit en français, qui ont un rôle extrêmement important pour son village et à un moment elle va les perdre. Donc elle va devoir les retrouver et tout. Et j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime avec Kay O'Neill, c'est que souvent il n'y a pas de dialogue, c'est vraiment juste les planches et tu comprends juste tellement avec les dessins. C'était une super belle découverte. Voilà. Et puis même s'il est sorti en français, si vous voulez tester la lecture en anglais, c'est un graphique. Donc ça se fait très bien. Et donc voilà, ça y est, j'ai fini de vous présenter mes meilleures lectures de 2023. Bravo si vous êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo, que vous aviez la curiosité de connaître tous les titres que j'ai adorés. Alors oui, il y en avait d'autres, mais à un moment, il fallait faire une sélection. Je trouve quand même intéressant de voir que la fantasy reste majoritaire à travers les années, même si je pense que cette année, c'est la première fois que j'ai autant de science-fiction, de romance ou d'autres genres dans mon top. Je trouvais aussi que c'était intéressant de noter à quel point il y avait des auteurs, des autrices qui revenaient d'une année à l'autre. J'avais pas remarqué ça avant, donc peut-être que je vais faire des statistiques sur mes meilleures lectures d'année après année. Ça m'intéresserait de savoir ça. Dans tous les cas, j'adorerais savoir, vous, quelles ont été vos meilleures lectures en 2023. Il n'y aura pas de vidéo pire lecture de l'année parce que c'est pas nécessairement un type de vidéo que je suis intéressée à faire. Peut-être ça changera un jour, mais pour le moment, c'est pas le cas. On va rester sur les meilleures lectures. Donc dites-moi, vous, quelles étaient les vôtres. Comme d'habitude, si jamais vous souhaitez avoir accès à du contenu exclusif, des vidéos en plus, celle de janvier, ça va être sur les livres qui ont marqué mon enfance d'ailleurs. N'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.